L'Antarctique, un territoire dans lequel vous êtes allé, Niels Dutriévos, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes doctorant au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'Université de Paris-Saclay. Alors vous savez que nous, on fait un concours de poésie sur les titres de thèse. Le vôtre est très beau. Les isotopes de la vapeur d'eau en Antarctique comme traceurs des processus de la couche limite et de la dynamique à grande échelle. Alors là, Niels, je pense qu'il va falloir que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. Alors peut-être juste pour contextualiser un petit peu ce travail, le travail de thèse est à l'interface entre deux grands champs d'études, donc l'étude des climats du passé. Donc l'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert par une épaisse couche de glace qui s'est accumulée depuis des millions d'années. Et quand on fait des forages et qu'on étudie les carottes de glace, on peut reconstruire les climats du passé. Le deuxième champ d'étude, c'est l'étude du cycle de l'eau dans l'atmosphère actuellement. Donc c'est tous les processus qui apportent de l'eau jusqu'en Antarctique, depuis l'océan jusqu'en Mhm. Antarctique, et tous les processus localement qui recyclent cette eau. Mon travail de thèse est à l'interface entre ces deux grands champs d'études. Et donc, les isotopes, ce sont des atomes d'un même élément chimique qui diffèrent par leur nombre de neutrons. Donc moi, je m'intéresse aux isotopes de l'eau, donc à l'oxygène et à l'hydrogène. Naturellement, du coup, dans l'atmosphère, on a des molécules d'eau qui sont un peu plus lourdes et un peu plus légères que d'autres. Donc, En dans le fait, cycle de l'eau, en Antarctique, comme n'importe où ailleurs, il y a de l'eau qui s'évapore, donc c'est la vapeur d'eau, et vous analysez cette vapeur d'eau. oui, exactement. En fait, du fait de cette différence de masse entre les molécules d'eau, elles se comportent légèrement différemment lorsque l'eau change d'état. Donc, quand l'eau s'évapore, passe de l'état liquide à gaz, ou quand elle condense dans un nuage et qu'elle passe de l'état gaz à solide, le rapport d'eau lourde, d'eau léger va changer. Et quand on est sur le terrain, en Antarctique en l'occurrence, en mesurant le rapport d'eau lourde, d'eau légère, on est capable, en théorie, de reconstruire tous les processus qui ont impacté cette masse d'air qui a apporté l'eau en Antarctique. Alors, à quels résultats principaux êtes-vous arrivé, Nils? Alors, le travail que j'ai fait, c'est un travail de modélisation surtout. Je vais m'intéresser à l'étude que j'ai faite au niveau de Concordat, donc c'est une station de recherche franco-italienne sur le plateau antarctique, donc c'est extrêmement sec, extrêmement froid, ça a plus de 3000 mètres d'altitude. Et là, on s'intéressait à la variabilité donc, des isotopes dans la vapeur. Quand il fait beau, on s'aperçoit que ça augmente la journée, ça diminue la nuit, et on a montré avec le modèle que c'était principalement lié à la sublimation la journée de la neige et à la condensation la nuit. Et ensuite, on s'est intéressé à ce qui se passait lorsqu'on avait un événement qui apportait de l'eau, mais sur des très grandes distances, et qui mélangeait toute l'eau dans l'atmosphère en Antarctique. On a étudié ce qu'on appelle une rivière atmosphérique. Donc c'est en Antarctique une intrusion d'humidité extrêmement chaude, extrêmement humide, qui pendant quelques jours va apporter beaucoup d'humidité. Et pendant cet événement, sur le terrain, on s'aperçoit qu'on a une très très forte augmentation du signal. Et donc, avec le modèle, on a pu montrer que cette augmentation, elle n'était pas liée à l'apport d'eau sur de Mhm. la grande distance, mais en fait à l'amplification de la sublimation pendant cet événement qui est très chaud, et ensuite à l'apport d'eau. Très Donc, chaud, ça veut dire quoi en Antarctique? ça peut être des anomalies de plus de 30 degrés par rapport aux températures moyennes. Donc, Température moyenne de... là, on est sur des températures à moins 50 degrés en l'occurrence, et on peut avoir plus 30 degrés, donc là je parle au niveau de Concordia, mais sur des régions un petit peu plus chaudes de l'Antarctique, comme la péninsule, on peut avoir des températures absolues jusqu'à 13 degrés. Donc c'est énorme. Et d'un point de vue météorologique, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, donc, cela vous a permis d'avoir quel type de connaissances supplémentaires, Niels Dutriévos? Tout l'intérêt et les enjeux, c'est à partir du signal qu'on mesure en surface, de pouvoir reconstruire tout ce qui s'est passé. Et ce qu'on a montré, c'est qu'avec le modèle qu'on a utilisé, qui est un modèle de climat avec isotopes d'atmosphère, c'est que c'est un outil extrêmement puissant pour interpréter ces signaux qui, quand on les observe, sont pas forcément évidents à comprendre. Vous travaillez sur quel type de données? J'ai dit que vous vous étiez rendu là-bas, Niels Dutriévos, mais j'imagine que vous travaillez sur des données qui sont récoltées sur place et envoyées de manière électronique. J'ai eu l'occasion d'y aller avant ma thèse et j'ai collecté des échantillons de précipitation. Mais pendant ma thèse, je travaillais sur des données qui ont été développées par l'équipe dans laquelle je travaille, donc des données de vapeur notamment. Et j'ai lancé des simulations avec ma directrice de thèse, Cécile Agosta, pour évaluer notre modèle, comprendre ce qui fonctionne, améliorer la physique du modèle quand ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne, ça devient un outil extrêmement puissant pour comprendre ce signal qu'on observe. Écoutez, c'est à la fois poétique et passionnant. Merci beaucoup, Niels Dutriévos. Je rappelle que vous êtes doctorant au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement sur le site du CEA, donc au plateau de Saclay, qui n'est pas, je crois, à 3000 mètres d'altitude. Non, un peu plus bas. Un peu plus bas, effectivement.